avec ce nouvel exercice, vous allez pouvoir vous familiariser et découvrir l'usage des courbes NURBS. Et cela en modélisant un objet hautement sympathique et symbolique qui est la Tour Eiffel. Pour pouvoir la modéliser, il va falloir que nous ayons un plan de base. On va d'abord commencer par cette étape. C'est parti! Voici un plan que l'on peut trouver aisément sur Internet, où l'on peut avoir la forme de base de la Tour Eiffel et ses dimensions. Si on commence par ces dimensions, on se rend compte que la largeur de la Tour Eiffel est de l'ordre de 125 mètres, 124,906 apparemment. On va garder 125 mètres en largeur. Et pour la hauteur, cela a été corrigé par écrit, 324 mètres avec la dernière flèche. Donc nous avons un objet 3D à modéliser dont le ratio largeur-hauteur est de 125 par 324. Si on va un peu plus loin pour estimer le savoir où aller dans les grandes lignes pour modéliser cet objet, il faut que nous l'analysions. La première des choses qui saute aux yeux, c'est que nous avons un axe de symétrie. Donc derrière, cela veut dire, dans cet exercice, nous modéliserons la partie gauche, et une fois qu'elle sera terminée, il nous suffira de la symétriser. L'autre caractéristique importante de la Tour Eiffel, c'est que l'image que nous avons ici en vue de face serait la même si on regardait de vue de côté. Quel que soit le côté par lequel on regarde la Tour Eiffel, nous aurons exactement le même plan. Enfin, dernier indice, l'ensemble de ces tracés, qui dans la réalité représentent les poutres structurelles de la Tour Eiffel, ne sont pas dans un plan, ici comme on le voit, mais suivent une courbe. Cette courbe, je ne la vois pas. Mais en allant un peu plus loin dans la réflexion, vu que les quatre pans de la Tour Eiffel sont identiques, l'ensemble de ces courbes et de ces poutres que je vois dans ce plan-ci suivent une inclinaison et une courbure que je peux voir ici sur le côté. Donc pour résumer, nous avons un objet avec un axe de symétrie. Il suffira donc de modéliser et de créer une moitié pour ensuite faire la symétrie et avoir l'ensemble. Et enfin, vu que nous aurons créé des courbes complètement à plat, nous utiliserons cette courbe-ci pour pouvoir redonner l'aspect de relief et de volume, donc la 3D, à l'objet. Je précise que cet exercice est donc pour se familiariser avec les courbes NURBS, et donc l'exercice s'arrêtera au niveau des courbes. Enfin, et toute dernière chose sur l'analyse de ce plan, on se rend compte qu'il s'agit très certainement d'un scan papier. Ce qui me fait dire ça, ce sont des éléments. La première, la qualité du scan, et surtout la seconde chose, qui m'embête beaucoup plus, qui est le fait que la Tour Eiffel penche un peu sur la gauche. J'ai donc retravaillé l'image pour, d'une part, redresser la Tour Eiffel, et surtout, j'y ai créé des éléments, des tracés rouges que vous pouvez voir. Le premier, l'axe de symétrie, et le second, le rectangle, dont le ratio largeur-hauteur respecte le ratio 125 par 324. C'est cette image-là que je vais utiliser pour pouvoir créer mes courbes. C'est parti avec Rhino. La première des choses à faire sont les axes. Disposer d'une vidéo sur ma chaîne. On y va. Axe. Je dézoome largement. Je crée un premier axe. J'appelle l'outil polyligne. Point de départ 0. Entrée pour que l'ordinateur enregistre la valeur. Je tire largement à droite. En mode ortho, très important. Je suis parfaitement selon l'axe X ou horizontal selon la vue. Je clique, entrée pour terminer l'opération. J'ai créé un premier segment de droite. Je le sélectionne, transformer et déplacer. Grâce au snapping ici en bas, je vais chercher le milieu. Et le milieu, je l'emmène en 0. 0 entrée. Mon axe X est fait. Pour faire l'axe Y, CTRL-C, CTRL-V, transformer, rotation, centre de rotation 0, angle 90. Maintenant, il me reste l'axe Z. Comme la tour Eiffel est posée sur le sol, il est inutile de faire un axe qui va dans les négatifs, dans les Z négatifs. 0 entrée, et je tire vers le haut. Très bien.
Je change de calque parce que à présent, je vais insérer le plan que je vous ai montré. Je crée donc mon second calque fond de plan. Et comme nous avons un plan en vue de face, le plus simple est de travailler dans la vue de face. Vous pourriez très bien travailler sur la vue de droite, mais surtout, ne démarrez pas votre modélisation en vue de dessus, sinon votre tour Eiffel serait couchée. Enfin, pour terminer cette opération, dans le calque axe, nous allons créer le rectangle d'une largeur de 125 avec une hauteur de 324. Le rectangle des dimensions de la tour Eiffel. On va se placer dans la vue de face. Je prends un rectangle, je me mets dans le vide. Rhino me demande la dimension de la largeur, c'est 125. La dimension de la hauteur, 324. J'ai donc mon rectangle dans lequel devra s'inscrire ma tour Eiffel. Nous allons à présent placer notre rectangle bien centré sur notre repère. Je sélectionne le rectangle et j'indique à Rhino que je vais le déplacer. Je vais chercher le milieu de la base du rectangle grâce au snapping et 0 entrée. Voilà, j'ai terminé pour mes axes. À présent, je vais changer de calque pour importer mon image de fond, mon plan de fond. Plan 2D. Il est important d'avoir la coche, ainsi je sais que dorénavant, tout ce que je vais créer sera dans ce calque. Je cadenasse mes axes pour être sûr de ne pas faire de bêtises et altérer ce que je viens de créer. Et à présent, je vais insérer l'image de plan. Pour ce faire, il faut utiliser cet outil-ci. Ajouter un plan d'image. L'outil vous demande quelle image insérer. Je sélectionne mon image. Et le premier clic qui va être donné définira le coin bas gauche de l'image. Ensuite, grâce au mode ortho, je peux tirer sur la droite tranquillement et je place mon image. Petite parenthèse, l'intérêt de cet outil, c'est que l'image est mappée ou texturée sur un vrai plan, une vraie surface, sur laquelle je peux faire tous les travaux, toutes les interventions que je souhaite, déplacer, rotation, mise à l'échelle, découper et autres. Je reviens sur la vue de face. Il me convient maintenant de bien placer, d'une part de bien placer l'image au centre, et après de la mettre à l'échelle. C'est parti, je sélectionne l'image, le plan image, transformer, déplacer, je cherche le point 0 sur mon image, et je tape 0 entrée. Déjà, mon image est bien centrée maintenant. À présent, il faut mettre l'image à la bonne échelle par rapport au rectangle qui définit bien, lui, les bonnes dimensions, 125 par 324. Pour ce faire, il faut faire une mise à l'échelle. Transformer échelle, 3D, 2D, 1D. Comme il s'agit d'une image, échelle 2D conviendra très bien. Rhino demande le point de référence de la mise à l'échelle, c'est-à-dire le point de centrage à partir duquel toute la mise à l'échelle va se faire. Ici, le seul point qui est parfait, c'est le 0. Je tape donc 0. À présent, je peux soit entrer une valeur, un coefficient, un ratio de mise à l'échelle. Par exemple, je peux taper 0,5 pour dire je veux la moitié, donc du 50%, et il me le fait à 50%. CTRL Z. Je peux également, je relance l'opération, donc entrer, 0 pour le centre de mise à l'échelle. Je peux également faire deux clics, clic de départ, clic d'arrivée. Là, ce que je veux, c'est amener ce point ici, tracé sur mon image, à l'intersection entre mon rectangle et mon axe Z. Donc je sélectionne mon plan image, entrée pour rappeler la dernière fonctionnalité, donc mise à l'échelle 2D, 0 pour le point de centre, point de départ de ma mise à l'échelle, je zoome, là je suis bien centré sur mon image, et après, grâce au snapping, il ne me reste plus qu'à aller chercher l'intersection et le milieu de mon rectangle. Ça y est, j'ai terminé la préparation de ma scène 3D. Nous allons pouvoir enfin démarrer la création des courbes NURBS. Nous changeons de calque. CRV comme curve en anglais. On va mettre une couleur qui sera plus visible, un rouge assez vif.
Et je peux très bien également cadenasser mon plan image. On va démarrer avec les courbes NURBS. Comme expliqué dans une autre vidéo, les courbes NURBS sont ici. Ce qui est important de savoir dans une courbe NURBS, c'est que la courbe passe par les premiers et derniers points de contrôle, mais ne passe jamais par les points de contrôle intermédiaires. Ils sont juste attirés par le point de contrôle. Donc j'y vais, je démarre, je peux zoomer, je peux dézoomer. Vous voyez que là, le mode ortho me contraint, ce n'est pas un problème. Temporairement, j'appuie sur Shift et là, je peux choisir exactement là où je veux cliquer. Premier clic, deuxième clic, je fais à peu près, c'est pas bien grave, on retravaillera tout ça après. Et je tire ici jusqu'en haut. Voilà, j'ai terminé, voilà. Hop, j'ai cliqué, pas de cinquième point de contrôle, entrée. Je vois que ma courbe ne suit pas parfaitement la courbure que je veux. Je sélectionne ma courbe, les points de CP apparaissent. S'ils n'apparaissent pas, vous sélectionnez votre courbe et vous cliquez sur ce bouton afficher les points de contrôle et les points de contrôle apparaîtront. Je prends le premier et avec Shift toujours enfoncé parce que je suis en mode ortho, je bouge le point de contrôle là où je veux. Je vais chercher le suivant. Voilà, je bouge. On n'est pas trop mal, on peut passer un peu plus de temps pour avoir une courbe parfaite. J'ai donc fait ma première courbe. On va faire la seconde ici. On pourrait très bien recommencer avec le même mode opératoire, mais on va utiliser un autre procédé que vous avez découvert dans une autre vidéo, qui est le transformer dupliquer, appelé dans Rhino transformer copier. J'ai déjà sélectionné ma courbe, transformer dupliquer, je vais chercher le point de référence de la base de ma courbe, et je vais créer une duplication par rapport à la largeur de la patte de la tour Eiffel. J'ai donc ici, si j'éteins les calculs précédents, deux courbes parfaitement parallèles. Je prends ma deuxième courbe et je corrige ces CP. Là, par expérience, je vous invite tout simplement à démarrer par le haut. Voilà. Là, Rhino me dit, je romps l'historique. Oui, très bien, parce que j'ai le mode enregistrement de l'historique activé. Je vais chercher l'autre CP. Et en le plaçant sur l'axe, on n'est pas trop mal à nouveau. Nous allons maintenant passer à l'arc de cercle. Je constate en zoomant que les courbes ne sont pas parfaites. Vous pouvez passer un peu plus de temps pour mieux correspondre à la forme de la courbe, rechercher, mais le principe est donné. Passons donc à la réalisation de cet arc de cercle. Ce qu'il faut savoir en géométrie, c'est que pour définir une droite, il suffit de deux points. Par deux points passe une seule droite et deux points suffisent pour définir une droite. Et bien pour un arc de cercle, c'est la même chose mais un cran au-dessus. Trois points suffisent à définir un cercle et il n'y a qu'un seul cercle qui passe par ces trois points. Donc on va créer un arc de cercle en ouvrant la boîte à outils des arcs de cercle et en cherchant l'outil qui permet de créer un arc de cercle à partir de trois points. Je le prends. Le mieux est de cliquer trois points les plus éloignés les uns des autres pour être le plus précis possible. Donc, premier point de l'arc, deuxième point et troisième point grâce au snapping sur l'axe Z. J'ai ainsi créé mon premier arc de cercle. Ce que je constate ici, c'est que j'en ai un autre juste au-dessus. Je pourrais très bien faire la même chose, mais ce serait une erreur. J'ai déjà un premier cercle qui a un centre. En fait, ce que je veux, c'est créer un arc de cercle qui soit équidistant avec le premier. Équidistant, c'est-à-dire avec une distance équivalente tout le long. Dit autrement, je veux créer un arc de cercle qui respecte une certaine épaisseur avec ce premier arc de cercle. L'outil existe. Dans la version anglaise, il s'agit de Offset, donc je vais dans la boîte à outils pour modifier les courbes. Et dans les versions françaises, cet outil s'appelle Décaler. Si je regarde le prompt, j'ai décalé distance 1. Et si je regarde ce qui se passe, si je mets la souris au-dessus de mon arc de cercle sélectionné, eh bien, Rhino est prêt à me créer un offset avec une distance de 1 mm. Et en dessous, pareil. Bon, donc ça ne me convient pas, je vais essayer 3.
C'est déjà mieux, c'est pas terrible, mais c'est pas ça. Je tape 4, c'est un peu trop. Allez, 3.8, je me dis c'est pas mal. Je clique. J'ai donc ainsi créé un deuxième arc de cercle qui est en offset par rapport au premier. J'éteins le calque, voici ce que cela donne. Par contre, ce second arc de cercle, je n'en ai besoin que juste ici. Et pour mes deux arcs de cercle, tout à l'heure j'ai dit je veux faire une symétrie. Donc tout ce qui dépasse à droite de l'axe Z, je n'en veux pas. On va donc découvrir ici l'outil Trim, TRIM dans les versions anglaises, limité pour la version française. Ce qui est important de savoir avec l'outil Trim, c'est qu'il faut d'abord sélectionner l'objet coupant. Par exemple, je veux couper mon arc de cercle par rapport à l'intersection avec cette courbe-là. Donc je sélectionne d'abord ma courbe coupante, j'appelle l'outil Trim, et je clique là où je veux supprimer. Retenez, pour le trim, là où je clique, c'est là où je coupe. Voilà. Il peut arriver parfois dans vos créations qu'un petit bout d'arc de cercle ici dépasse. Dans ce cas-là, vous ferez échappe pour sortir de la fonction trim. Donc là, je valide que je casse l'historique. Très bien. Vous faites échappe pour sortir de la fonction trim et vous prenez le petit bout qui dépasse ici pour le supprimer. On va recommencer la même chose avec l'axe Z. Je décadenasse temporairement. Je prends l'axe Z, trim, et je coupe les arcs de cercle qui dépassent du mauvais côté. Hop. Maintenant que j'ai fait cela, on va s'attaquer aux éléments structuraux qui sont entre les deux premières courbes. Pour ce faire, dans le savoir où aller, on analyse un petit peu. Qu'est-ce que l'on constate? J'ai des segments de droite horizontaux qui se succèdent à différents endroits sur toute la hauteur. Selon les endroits, du premier étage jusqu'au deuxième, ces éléments structuraux horizontaux s'arrêtent entre les deux premières courbes. Par contre, après, ils vont jusqu'à l'axe Z. Ensuite, j'ai des croisillons qui, à chaque fois, démarrent d'un angle pour arriver à l'autre, et ainsi de suite. Pour les éléments horizontaux, le plus simple est de reprendre polyligne, de partir de l'extrémité de la courbe et d'aller jusqu'à l'axe Z. Voilà, perpendiculaire, entrée. Pourquoi je fais cela? Parce que dans mon savoir où aller, je vais prendre ce segment droite que je vais dupliquer à chaque fois, dès que j'en ai besoin, sur toute la hauteur. Une fois que ce sera fait, il me suffira de prendre ces courbes-ci pour trimer ce qui dépasse et ce que je ne veux pas garder. Je prends le segment de droite, la duplication, je prends soin de faire mes clics dans le vide, pour être sûr de ne pas être gêné avec des snappings ou des magnétismes qui viendraient perturber ce que je veux faire et me sortiraient du plan de construction. Et c'est parti pour terminer la duplication en mode accéléré. Et voilà, j'ai terminé la duplication. Je fais entrer pour terminer mon opération de duplication. Ce que vous avez pu voir, c'est qu'en pleine opération de duplication, je peux tout de même bouger, zoomer, bouger clic droit, zoomer molette. Nous allons donc à présent découper tout ce qui dépasse à gauche de la première courbe. Je sélectionne ma première courbe, j'indique à Rhino que ça devient mon objet coupant, outil limité ou trim, et je vais les sélectionner. Pour ce faire, faites un petit rectangle le plus fin possible, le plus à gauche possible, pour pouvoir descendre le plus bas possible. Vous voyez, là j'ai réussi à trimer quasiment toutes les courbes. CTRL Z. Si je pars d'un rectangle plus large, je serai stoppé beaucoup plus haut. Voilà. CTRL Z, je fais un rectangle le plus fin possible, je descends, je zoome pour terminer la découpe de ce qui dépasse en bas que je n'ai pas pu attraper. J'ai terminé l'opération, entrée et OK pour casser l'historique.
Je fais la même chose avec l'intérieur. Je sélectionne la courbe intérieure, trim, et je clique. Il n'y en a pas beaucoup, et au moins je peux choisir. Je supprime les bouts de segments qui ne m'intéressent pas. Voilà, si je regarde un peu ce que ça donne, on commence à reconnaître l'allure de notre tour Eiffel. On continue. Nous allons maintenant attaquer les croisillons. Pour se faire le plus simple, on prend l'outil polyligne et grâce au mode intersection du snapping, on va chercher les intersections, les croisillons, entrée pour terminer l'opération de cette première montée, entrée pour recommencer l'opération, relancer le même outil et je redescends. Entrée. Je vais donc continuer jusqu'en haut. C'est parti pour le mode accéléré. Et voilà, nous avons fini l'ensemble des croisillons. Voici ce que cela donne. Maintenant, on peut donner plus de détails également en rajoutant l'ensemble des éléments que l'on voit ici, en faisant des courbes, que je ne ferai pas dans cette vidéo pour aller plus vite. Mais ici, il suffit de faire un segment droite vertical et de le dupliquer jusqu'au bout. Ici, de faire quelques courbes dessinées à la main. Là, ici, vous prenez un segment droite sur lequel vous faites une rotation à 45 degrés, vous le dupliquez, et ensuite vous prenez l'ensemble et vous le symétrisez pour avoir ce quadrillage ici en oblique. La même chose, vous le reprenez et vous le mettez en plus petit là-dedans. Vous pouvez faire ici des segments de droite verticaux que l'on peut faire rapidement. Hop, je le prends, transformer et dupliquer. Voilà, et on peut très bien prendre ici quelques petits éléments. Ici, un peu de détail. Transformer, dupliquer. Et la même chose en haut. Alors comme vous pouvez le constater, je fais ça de façon grossière. Le but n'est pas de faire une vidéo de 2 heures pour faire parfaitement la tour Eiffel. Si vous êtes motivé, vous pouvez le faire vous-même. Le but est surtout de vous présenter la façon et le principe. Voilà, ici nous allons faire un arc de cercle en découvrant une nouvelle fonctionnalité arc de cercle à partir du centre. Je prends le centre, je définis le rayon et je monte. Et ensuite la petite flèche, polyligne, je pars d'un coin de la base et je vais jusqu'en haut de mon rectangle. Voilà, nous avons donc une demi-tour Eiffel. Ce que nous allons faire à présent, c'est de symétriser l'ensemble de ces courbes rouges que l'on vient de créer. Je sélectionne toutes mes courbes grâce au calque, sélectionner les objets, transformer symétrie, 2 points distants sur l'axe de symétrie, donc l'axe Z. J'ai symétrisé ma tour Eiffel. Nous allons passer maintenant à la création des courbes qui seront en 3D. Curve 3D. Pourquoi pas en bleu, très bien. Alors, dans l'analyse, on a compris que la tour Eiffel, que l'ensemble de ces courbes rouges qui sont dans un plan doivent être inclinées. Inclinées selon quelle courbure? Selon cette courbure-là. Donc, le procédé le plus simple et le plus efficace, c'est d'avoir une surface qui va être le plan de projection. C'est comme si je prends un vidéoprojecteur,
je projette l'ensemble de mes courbes rouges sur une toile blanche qui est incurvée par rapport à cette courbure-là. Donc je vais d'abord commencer par créer ce plan de projection. Ce plan de projection va être créé par une simple extrusion de cette courbe. Surface, extrusion. Lancez toujours l'extrusion à partir de la vue selon laquelle l'extrusion va sortir de l'écran. Donc ici, là, dans la vue de face, mon extrusion doit sortir de mon écran, être perpendiculaire à mon écran que je regarde. Ce qui me permet ici de voir, et dans les autres vues, à la perspective, que ça fonctionne bien. Par contre, je vois que je crée un plan, mais qui se décentre. Or, dans le prompt, je vois qu'il y a deux côtés oui, je clique dessus, et ainsi, je peux créer tout de suite un plan de projection qui est centré, voyez, qui est centré sur mes courbes. Il est important de faire un plan de projection plus large que la tour Eiffel. Alors, trop large, bon, pourquoi pas, mais au moins plus large. J'ai créé mon plan de projection. Si je mets ici en mode, par exemple, semi-transparent, vous voyez, j'ai créé mon plan de projection. Je reviens en mode filler. Donc ce plan de projection, maintenant, je vais le ramener devant. Donc rotation, selon la vue de dessus. Rotation, 0,90. 0 le centre de rotation, 90 l'angle de rotation. Ainsi, j'ai ramené mon plan de projection en face de mes courbes à projeter. Je sélectionne mes courbes. Nous allons donc projeter nos courbes sur la surface. Alors attention, il s'agit de ne pas se tromper de vue. Si je lance la projection selon cette vue-là, mes courbes jaunes vont balayer l'espace dans le sens perpendiculaire à la vue de droite. Donc c'est-à-dire qu'elles vont faire un chemin de droite à gauche par rapport à la perspective ici, et elles ne vont jamais toucher l'écran. Donc il faut bien que je sois dans la vue qui soit en face de ma projection. Donc c'est bien la vue de face. Très important. L'outil de projection est ici, projeter des courbes. Je l'active, comme j'avais déjà sélectionné mes courbes. Rhino comprend qu'il faut faire la projection de toutes ces courbes sélectionnées selon l'axe de la vue de face. Dernier élément qui lui manque, c'est la surface de projection. Sélectionner la surface pour effectuer la projection. Eh bien, c'est notre surface qu'on vient de créer. Je la sélectionne et je fais entrer. Qu'est-ce que l'on voit apparaître? L'ensemble de nos courbes, ici maintenant en bleu, ont été créées par une simple projection sur le plan par rapport à la vue de face. Je n'ai plus besoin de mes courbes rouges. Et pour mon plan de projection, je n'ai pas envie de le supprimer, mais il m'embête, je n'ai pas envie de le regarder visuellement, donc je vais l'éteindre. Voilà. Si je sélectionne maintenant toutes mes courbes bleues, un petit autocadrage, clic droit pour avoir toutes les vues, voici ce que cela donne. À présent, je veux créer la face opposée à ces courbes-là. Elles sont sélectionnées très bien, donc symétrie, transformer symétrie, 0 entrée, grâce au mode ortho, je tire sur la droite, je clique, j'ai créé la symétrie. Je resélectionne toutes mes courbes. Maintenant, je vais les copier-coller et effectuer une rotation à 90 degrés. Donc, CTRL-C, copie, CTRL-V, paste. Donc là, attention, c'est pas le moment de décliquer, sinon vous avez toutes vos courbes en double. Je fais tout de suite transformer rotation dans la vue de dessus pour que ça tourne selon la vue que je veux. 0 toujours pour le centre de rotation, entrée, 90 entrée pour l'angle de rotation. Et voici la tour Eiffel qui a été créée. Au besoin, pour terminer la modélisation, vous pouvez très bien ajouter les éléments de base, comme ici, je l'ai préparé dans l'autre vue. Vous pouvez très bien ensuite reprendre les éléments que vous aviez fait pour les redupliquer à nouveau et rajouter des parallélépipèdes pour faire la base de chaque pied. Dernière petite chose très intéressante, je peux changer la focale de ma caméra pour donner l'illusion qu'il ne s'agit pas n'importe quel, mais du vrai objet Tour Eiffel. Clic droit,
propriétés de la fenêtre. Ici, la distance focale est de 35. Il me suffit de la descendre à 12. Et vous voyez que j'ai l'illusion qu'il s'agit d'une grande tour Eiffel. Évidemment, je peux encore réduire la valeur de la distance focale pour agrandir et écarter mes axes de perspective. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Qu'avez-vous appris? Eh bien, vous avez pu créer vos premières courbes NURBS, que vous avez dupliquées, vous avez découvert l'outil Trim. Là où je clique, c'est là où je coupe. Vous avez pu créer des arcs de cercle de différentes manières, à partir de 3 points, à partir d'un centre et de rayons. Enfin, vous avez également découvert l'outil Offset, donc le décalé, qui permet de créer une autre courbe en gardant une certaine épaisseur. Je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un commentaire. À bientôt!